Bonjour et bienvenue dans Maman et moi. Je suis Ludivine Tourlonia, autrice et créatrice de ce podcast dans lequel vous entendrez des récits sincères, puissants, parfois fragiles, mais toujours vrais. Si ce projet vous touche, vous pouvez le soutenir en vous abonnant, en laissant 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute et en partageant autour de vous. Chaque geste compte pour faire entendre ces voix. Merci infiniment. Et maintenant, place à l'épisode du jour. Aujourd'hui, je reçois une femme dont le parcours force le respect. Pendant 25 ans, elle a élevé ses 2 fils, chacun né d'une histoire différente, dans la force et dans la solitude. Elle nous raconte la maternité solo, la fatigue, les inquiétudes, mais aussi les petits bonheurs et la détermination qui lui ont permis d'avancer. Cet épisode est un hommage à toutes celles qui portent leur famille à bout de bras. Bonne écoute. Bonjour. Hello. Est-ce que tu peux te présenter comme femme et comme maman, s'il te plaît ? Comme maman, je suis maman de 2 enfants que j'ai élevés toute seule. Je suis une femme pleine de vie, qui aime la vie, qui profite des instants présents, qui travaille, qui aime son travail. Voilà. D'accord. Si tu regardes en arrière, quel rôle la maternité a joué dans ta vie ? Une prise de conscience par rapport à la vie, que je suis plus seule à décider pour moi, que ce que je décide, ça sera aussi pour mes enfants. Donc c'était important que ça soit eux le cœur de ma vie, au fait. Mm-hmm. On va parler de ton début de maternité. Est-ce que tu peux nous parler de ta première grossesse ? Alors, ma première grossesse, au fait, je l'ai su très tard que j'étais enceinte, parce que j'avais des cycles qui n'étaient pas du tout réguliers, et des fois, j'avais 2 cycles qui sautaient, donc j'ai su très tard. Et puis, normalement, j'aurais pas pu avoir des enfants très facilement. À un moment donné, on m'a fait remarquer certaines évolutions dans mon corps, donc du coup, je dis tiens, je vais contrôler. Puis effectivement, j'étais enceinte, donc j'étais très contente, parce que normalement, du fait que je n'aurais pas pu avoir d'enfants, c'était une joie pour moi. Mm-hmm. Mais donc, c'était une volonté au départ de tomber enceinte, ou bien c'était une surprise Une surprise. C'était un hasard. C'était un pur hasard. Ouais. Okay. Et tu disais qu'on t'a fait remarquer dans le sens quoi, tu t'avais pris un peu de ventre ou de la poitrine, ou dans quel sens ? Ouais, j'avais pris un peu de poitrine, et puis du coup, c'est une amie qui m'avait dit mais c'est bizarre, t'as pris de la poitrine. Comment ça se fait ? Je dis comment ça se fait ? Je ne sais pas comment ça se fait. Elle me dit mais tu serais pas enceinte ? Je dis normalement pas, mais voilà. Et puis Mm-hmm. En fait oui, j'étais enceinte. D'accord. Et alors, comment ça s'est passé avec le papa de ton premier fils ? Quand je lui ai annoncé, il m'a dit mais il faut que tu avortes. Parce que c'est vrai que ça faisait pas très longtemps qu'on était ensemble, et il m'a dit il faut que tu avortes. J'ai dit c'est exclu. Je me suis jamais posé la question de savoir si je devais avorter ou pas. Mm-hmm. Pour moi, s'il était là, c'est qu'il devait être là à ce moment-là. Donc j'ai dit non, c'est exclu, je n'avorterai pas. Et il est parti. Tu t'es retrouvée seule, en fait, dès la grossesse. Dès la grossesse, ouais. J'avais déjà dépassé les 3 mois. Tout le reste de la grossesse, j'ai fait toute seule, au fait, ouais. Et est-ce qu'à un moment, il est revenu ou pas du tout ? Moi, j'ai repris contact avec, parce que je lui avais dit que je ne demanderais rien de sa part. Par contre, je me suis rendu compte ensuite que tous les documents, on demande toujours qui est le père, le nom et le prénom du papa. Mm-hmm. Puis je me suis dit, c'est exclu que ça soit écrit père inconnu, puisqu'il Mm-hmm. n'est pas inconnu. Mm-hmm. Je voulais que ça soit écrit qu'il ait un papa, Mm-hmm. parce qu'il n'y a pas de raison, il en a un. Mm-hmm. Donc voilà. Et puis à la suite de quoi, il m'avait dit, oui, pas de problème, ça je vais le faire. D'accord. Ensuite, est-ce qu'il a joué un rôle par rapport à ton enfant ou pas ? Alors, pas tout de suite. Il a attendu 2 ans jusqu'à ce qu'il ait plus le choix de le reconnaître. Et pourquoi il n'avait plus le choix ? En fait, à la justice de paix, quand il y a une naissance, du moment qu'elle n'est pas déclarée tout de suite avec le nom du père, il demande à la maman si elle veut le faire reconnaître. Et puis, du moment que moi j'avais dit oui, puisque c'était ce qu'on avait convenu, la justice de paix contacte le papa et puis lui demande de venir signer les documents. Et puis lui, à la suite de ça, il a pris un avocat pour faire patienter les choses. Ça peut prendre 2 ans, donc au bout de 2 ans, on a été convoqué à la... Ah, c'est pour ça que ça a pris 2 ans. D'accord. Ouais. Mais du coup, donc, il l'a reconnu sur les papiers, mais
il l'a vu, il a pris contact. Après, il l'a reconnu sur les papiers. Ensuite, il l'a vu un après-midi de temps en temps, un samedi après-midi. Et puis après, un petit peu plus tard, il avait pris un samedi. Et puis un peu plus tard, mais entre-temps, à chaque fois, il se passait à peu près 6 mois. Mhm. Et puis après, il le prenait du samedi matin au dimanche soir. C'était une volonté de sa part à lui, ou bien c'est toi qui as demandé, ou comment ça s'est fait? C'était un petit peu... Alors lui, c'était plutôt, je pense, par rapport à sa famille, qui lui faisait pression. Et puis, pour qu'il le prenne. Ouais, pour qu'il le prenne. Et puis moi, c'était son papa, quoi. Oui, bien sûr. Il n'y a pas de raison. Du fait qu'on avait passé devant la justice avait dit, il y a... Normalement, ça va faire un week-end sur 2, donc on va étaler ça pour que la mise en route se fasse gentiment vu qu'il ne le connaît pas. Mais c'était pas évident quand l'enfant pleure pendant une demi-heure, 3/4 d'heure parce qu'il ne veut pas y aller. Mais voilà, quoi. Après, c'est son papa, il faut qu'il y aille. Il faut qu'il fasse connaissance avec, il faut qu'il l'apprenne. Voilà. D'accord. Et maintenant, il se voit toujours Non, parce que là, ton fils a 26, ouais. Alors non, il ne se voit plus. Après, il allait du vendredi soir au dimanche soir. Et puis, il a fait ça jusqu'à 15 ans. À 15 ans, il m'a dit, écoute, maintenant, je ne suis plus obligée. Enfin, tu ne peux plus m'obliger à y aller. Donc maintenant, j'arrête. Je ne veux plus y aller. D'accord. Je vais voir s'il veut qu'on se voie comme ça pour aller manger une fois un repas ensemble. Mais je ne veux plus y aller parce que là, j'en ai marre. C'est compliqué d'aller là-bas. Ils s'engueulent tout le temps. Ils ne voient pas les choses de la même manière. Enfin, ils s'engueulent, tu veux dire, entre ton papa et mon fils. Okay. Ouais. Ok. Et là, le papa n'a pas cherché à le revoir plus que ça? Son père, quand il lui a proposé d'aller plutôt se voir de temps en temps pour aller manger ensemble ou se faire une activité, il lui a dit, c'est pas toi qui vas choisir, donc tant pis pour toi. Et depuis, ils ne se voient plus. Ok. Toi, du coup, comment tu as vécu ce passage, donc on revient en arrière, mais comment tu as vécu ce passage à la monoparentalité? Pour moi, j'ai vécu ça bien parce que j'étais pas... je me suis dit, je préfère être seule que mal accompagnée. Finalement, je vais être toute seule à le gérer, donc tout tournait autour de mon fils. J'avais trouvé une crèche, j'avais trouvé en fonction de mes horaires du travail parce que je bossais à 100%. Ça n'a pas été évident, mais finalement, c'était plus simple que je sois toute seule comme ça que de batailler à essayer de trouver des arguments avec le papa et puis à s'engueuler. Et puis, Parce que du coup, le fait qu'il ait reconnu, il y a quand même des choses où tu as dû lui demander, entre guillemets, sa permission, ou bien non, tu avais vraiment l'autorité légale complète? Alors au début, j'avais l'autorité parentale complète. Après, non, mais au fait, je l'ai gardé, l'autorité parentale. Ok, donc tu n'avais jamais besoin de son avis. Par exemple, des fois, rien que pour sortir du pays, il faut l'accord. Non, j'avais l'autorisation parentale. L'autorité parentale. Ouais, l'autorité parentale seule, ouais. Ok. Et bon, quelques années plus tard, tu as rencontré quelqu'un d'autre. Oui. Et tu es devenue d'un moment d'un deuxième petit garçon. Oui. Est-ce que tu peux nous raconter? Alors là, c'est vrai que c'était un petit peu différent. Cette fois-ci, lui, il voulait un enfant. Moi, j'ai dit, tant que je ne serai pas mariée, je n'aurai pas d'autres enfants parce que je ne veux pas revivre la même chose que ce que j'ai vécu pour le premier. Je veux avoir cette sécurité, entre parenthèses, si on peut appeler ça de sécurité, mais d'avoir, que ça soit quelque chose qui soit cadré avec un mariage et tout ça. Et puis, donc, on s'est mariés. Et puis, le deuxième enfant est arrivé très rapidement après. Oui, donc en fait, quand ils t'ont dit que tu aurais de la peine à avoir des enfants, c'était pas tout à fait ça. Ouais, alors effectivement, mais j'ai fait quand même pas mal de développement personnel pour aller nettoyer tout ça pour que je puisse... voilà. D'accord. Et donc, alors pardon, je t'ai coupé. Et donc, après, le deuxième enfant est arrivé très rapidement. Et puis, c'est vrai qu'au début, j'étais très contente d'avoir un deuxième. La grossesse, par contre, elle ne s'est pas passée tout à fait la même chose parce que pour mon premier... Moi, j'avais un peu mal au dos, mais elle s'est passée très, très bien. J'ai travaillé vraiment jusqu'au dernier moment. J'ai travaillé le vendredi, j'accouchais le lundi. Et par contre, pour le deuxième, à partir de 3 mois, j'étais déjà alitée avec toute la problématique qui allait avec. Ok. Avec un autre enfant à charge dont il faut s'occuper. J'étais censée rester alitée, mais quand on a un deuxième, il faut quand même que tu fasses 2-3 choses dans la maison. Donc voilà. Et là, le papa, du coup, était là?
le papa du deuxième, ou non? Le papa était là, présent physiquement, mais mentalement, ou en tout cas pour m'aider dans les restes, il n'était pas présent. Donc, il y a une bonne partie où j'ai dû assumer de nouveau seule, malgré que j'aurais dû rester alitée. J'ai dû quand même prendre en charge pas mal de choses. Ok. Quand tu as appris que tu étais enceinte du deuxième, est-ce que tu étais plutôt confiante sur la manière dont ça allait se dérouler, cette grossesse, cette arrivée d'enfant, ou tu avais quand même quelques appréhensions? J'avais quand même quelques appréhensions parce que je me suis... Connaissant déjà ce que c'est d'être seule avec... Alors, pas forcément la grossesse, mais le après, avec le travail, s'occuper de la maison, s'occuper de l'enfant, faire les allers-retours avec la babysitter, les week-ends où il faut tout préparer. Enfin, le planning change complètement et ça devient... là, tu bosses plus 8 heures par jour au travail, mais tu en bosses à peu près une vingtaine par jour parce que, voilà, à peu près, il ne te reste pas grand-chose pour toi après. Et du coup, c'est vrai qu'il y avait toute cette partie-là où je me suis dit, s'ils ne m'aident pas, ça va être chaud, enfin très très chaud, parce que y a encore l'autre enfant qui est déjà là, alors qu'avant, j'étais seule avec lui. Puis la différence d'âge faisait aussi que les activités ne sont pas identiques. Tu veux dire entre les deux enfants? Entre les deux enfants, ouais. Donc, il y avait combien de différence d'âge? 6 ans. 6 ans, d'accord. Le grand demandait quand même beaucoup plus moins d'attention que quand tu as un tout petit bébé. Par contre, les activités, il faut quand même encore l'amener, il faut encore faire plein de choses, il faut encore être présente. Et puis, de l'autre côté, il faut tout le temps être présent parce que tu es encore au biberon, en pampers, et seul, il peut rien faire. Mais est-ce que tu en avais parlé au papa du deuxième de tes appréhensions de voir, parce que tu dis très rapidement, tu t'es rendu compte qu'il n'était pas très présent. Donc, tu as essayé de lui en parler un peu ou comment ça a été? Avant d'être enceinte, j'en avais parlé. J'avais dit que ça, pour moi, c'est vrai que c'était quelque chose que je ne voulais pas revivre. Parce que j'ai vécu des moments extraordinaires avec mon premier, mais on a eu des échanges, on a eu une complicité qui était magnifique, que j'ai adorée. Par contre, quand tu regardes en arrière, tu t'aperçois que c'était quand même lourd. C'est pas rien. Quand tu te retrouves dans la deuxième situation, tu sais que tout ça, t'as pas envie de le revivre seul, parce que tu aimerais que quelqu'un soit là pour te soutenir, pour toutes tes inquiétudes, pour tous les moments où tu doutes, où tu dis est-ce que je vais y arriver, pas y arriver, où tu dis est-ce que aujourd'hui j'aimerais bien pouvoir me poser un petit moment. Non, tu peux pas parce que t'es toute seule. Et puis t'as ton fils qui est là puis qui compte sur toi, donc voilà. Et ça, il le comprenait, il l'entendait et il te rassurait? Alors avant qu'il y ait l'enfant, oui. Et puis après, non. C'était différent. Après, c'était différent. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu comment tu es de nouveau du coup passée à maman solo? Alors, ça a très vite, le mariage a très vite capoté. Donc, on a fait partie des 30% de mariages qui se finissent avant les 2 ans. On n'avait pas 2 ans de mariage, qu'on était déjà divorcés. Donc mais par contre, le deuxième enfant était déjà là? Oui. Oui, d'accord. Ouais. Et je me suis retrouvée avec mes 2 enfants, seule, à travailler à 100%. Et puis avec les papas qui n'étaient pas présents, pas très présents. Alors certes, ils les prenaient au week-end, tous les 15 jours, le vendredi soir ou le dimanche soir. Mais c'est vrai que quand tu fais 15 jours à fond la manivelle à t'occuper de tout, tu profites de là pour aller faire les courses, le ménage à fond. Et puis comme ça, quand les enfants reviennent, tu t'occupes vraiment encore une fois que d'eux. Alors c'est vrai que c'était un peu... pénible. Au fait, j'avais pas de moment pour moi pour pouvoir sortir avec les copines, pour me dire maintenant je profite. Tout au début, c'était quand même comme ça, et puis c'est resté bien, en tout cas 5 ans comme ça. Parce qu'en plus, mon grand a le trouble de l'attention, plus de l'hyperactivité. Mon deuxième, lui, il est Asperger, donc avec aussi des troubles de l'attention. Ce qui fait qu'à l'école, ça demandait beaucoup de suivi, il y avait beaucoup de réseaux à faire. Puis après, il fallait les amener au sport. Puis après, il y avait encore le samedi où on passait au bord du terrain tout le samedi, parce qu'il y en a un qui faisait le foot, l'autre il faisait le foot, puis après l'autre il faisait arbitre, donc ça suivait tout. Ouais, mais toi, comment tu as traversé ça? Comment j'ai traversé ça, c'est sur le moment, tu te poses pas de questions parce que t'as pas le choix. Ouais, t'as la tête dans le guidon et puis t'avances.
T'as la tête dans le guidon, comme tu dis, et t'avances et tu te dis, ben voilà, qu'est-ce que je peux faire au mieux pour que les enfants soient bien, pour que tout se passe bien, pour qu'ils puissent bien évoluer, qu'ils aient des bons repères, qu'ils aient une vie comme tous leurs copains qui ont un papa et une maman. Alors tu te poses pas trop de questions, c'est quand ils commencent à être grands, qui commencent à sortir un petit peu, où là tu commences à pouvoir un tout petit peu lever la tête du guidon et tu te dis waouh, bah oui quand même. J'ai passé par des étapes qui n'étaient pas forcément très rigolotes, ou c'était pas très facile, parce que j'avais qu'un salaire, j'avais pas de pension alimentaire. Je l'ai reçu qu'un petit moment pour Alessio et un petit moment pour Diego. Donc juste Alessio, c'est le grand, et Diego, le petit. Oui. Et puis, j'ai reçu 6 mois la pension pour Alessio et puis 2 ans pour Diego. Mais sinon, après, plus rien. Ce qui fait que j'étais vraiment seule pour les élever. Et puis, sans soutien non plus parental, du papa, parce qu'il venait pas, il n'était pas là quand il y avait besoin. Voilà. Donc, j'étais vraiment seule de chez seule. Alors, c'est vrai que les fins de mois, c'était rude. J'ai dû prendre des petits à côté, des petits jobs du ménage, du repassage, des choses comme ça pour pouvoir finir mes fins de mois. Donc, qui était en plus de mon job que j'avais. Ça n'a pas été tout facile, mais sur le moment, tu ne te poses pas de questions, tu dis, tu y vas. Tu fais quoi. Là, maintenant, avec le recul, tu te dis, quels ont été les plus grands défis du quotidien en tant que maman solo ? C'est pouvoir leur accorder 100% du temps qu'ils aimeraient, qu'ils auraient besoin. Et puis, il y a des jours où c'est pas facile parce que tu as tes 8 heures dans les dents, et puis tu dois encore rentrer, et puis quand il y en a un qui fait une crise, tu te dis mon Dieu, mais où c'est que je vais aller chercher ma patience maintenant pour le supporter? Et puis tu fais au mieux, mais tu recommences, et puis tu dis bon allez hop, je prends sur moi, j'y vais, je continue. Mais c'est vrai que ça au quotidien, c'est usant. Est-ce qu'il y a eu des moments où tu as douté de toi, ou de tes capacités à amener tout ça de front? Est-ce que j'ai douté de moi Est-ce que tu as pu? Je pense que je me suis jamais posé la question, parce que j'étais la tête dans le guidon. Je me dis, j'ai 2 gamins. T'as pas le choix en fait. Je fonce, je vais pas me poser des questions si je vais y arriver ou pas. J'ai pas le choix. Il faut que j'y arrive. Donc j'y vais. Bon, t'en as déjà un petit peu parlé, mais comment est-ce que tu as concilié travail, vie personnelle, finances et maternité? Bon, j'ai l'impression que vie personnelle, c'était un peu mis de côté. Oui, alors pendant très longtemps, la vie de femme a été mise de côté, parce que il fallait les faire passer avant. Et puis, c'est vrai que le travail, j'ai essayé d'évoluer au niveau professionnel, de monter un petit peu dans la hiérarchie pour pouvoir gagner un peu plus. Mais ce qui veut dire que c'est surcharge mentale supplémentaire, ce qui veut dire que tu comptes pas tes heures, ce qui veut dire que tu prends du travail à la maison, ce qui veut dire que il y a encore il y a plein de choses qui en découlent en plus. Il y a encore une fatigue qui est supplémentaire à tout ce que tu dois encore avoir en plus. Puis après, j'avais des assistantes, j'ai dû m'occuper d'elles. Donc ça fait vraiment une surcharge supplémentaire. Des assistantes au travail, tu dis? Au travail, ouais. Donc j'avais une surcharge supplémentaire mentale due au travail qui était là pour pouvoir financer après la vie privée, pour pouvoir offrir des vacances aux enfants, pour pouvoir offrir le quotidien, et que ça devienne un tout petit peu moins dur pour payer les factures à la fin du mois. On peut dire que tu n'as pratiquement jamais reçu d'aide financière des papas. Il n'y a pas d'aide au niveau de l'État, au niveau du canton, ou quelque chose pour les femmes comme toi qui ne reçoivent pas d'aide des papas Alors, il existe le BRAPA, mais le BRAPA, il faut gagner il y a un seuil. Ah, d'accord. Il y a un seuil. Et puis, à partir de ce seuil-là, il ne t'aide plus, en fait. Donc, tu gagnais trop? Ouais. Je gagnais trop pour pouvoir être aidée. Par contre, je gagnais pas assez pour pouvoir vivre sans faire des petits jobs à côté. Des jobs à côté pour pouvoir finir les fins de mois, Ouais. Okay. Et qu'est-ce qui t'a donné la force de passer à travers tout ça? Les enfants. Ouais. L'amour de mes petits-enfants. Tu as donc élevé 2 garçons, toute seule. Oui. Est-ce que tu as eu peur du fait de ne pas avoir, entre guillemets, la figure masculine à la maison? Non, ça j'ai pas eu peur, parce que c'était pas quelque chose qui pour moi me... Après, c'est clair que je jouais bien souvent le rôle du père et de la mère. Alors il y avait les moments câlins où on était les 3 sur le canapé, à faire des
des papouilles, mais il y avait le côté où j'étais obligée d'être sévère quand même avec, puisque il y avait pas ce côté papa à la maison, donc c'est moi qui devais jouer les deux rôles. Mais ça m'a pas plus posé de problème que ça. Je me suis jamais dit, oh mon Dieu, au secours, y a pas de papa, comment ça va être ça m'a jamais effleuré l'esprit, non. Comment est-ce que tu as abordé des sujets avec eux comme la sexualité ou la puberté ou autre? Enfin, moi, ça me pose pas de problème de discuter de sexualité. Et puis, j'ai profité de... il y a des bouquins, il y a les bouquins de Titeuf. Après, il y a les cours à l'école où tu peux profiter de ce moment-là pour dire qu'est-ce que tu as appris, ah bon, ok, puis de développer d'autres choses avec eux, ou d'autres thèmes, ou comme ça. Mais ça n'a jamais été quelque chose de tabou chez moi. Enfin, voilà, on peut en discuter librement à la maison. C'était pas un problème. Ok. Est-ce que tu as l'impression qu'ils ont grandi différemment grâce ou à cause de la situation avec les papas, ou pour toi ça aurait été la même chose? Je sais pas si on peut dire grandi différemment. Ils ont grandi avec l'éducation que moi j'ai voulu leur donner. Parce que moi je m'étais dit j'ai manqué de ça, donc je vais axer mon éducation plutôt comme ci, plutôt comme ça. Mais on te fait très vite remarquer que eux ils fonctionnent pas comme ça, donc ils ont manqué d'autres choses. Mais comment tu dis eux on te fait vite remarquer, tu parles de qui? Ils devaient être mes enfants. Ah, ça qui t'ont fait remarquer. Ils me disent ah ouais mais toi t'as donné ça, mais nous on a manqué de ça. Et puis au fait tu te rends compte que tu axes par rapport au manque que toi tu as eu et puis ce que toi tu as envie de donner à tes enfants, mais c'est par rapport à toi. Mais c'est pas par rapport à ce que eux vraiment ils auraient voulu. Et maintenant ils me le disent. D'abord t'es un peu surpris, puis après t'écoutes, puis tu dis ouais finalement il a raison, mais sur le moment moi j'ai fait comme je pensais faire, qui était bien. Et puis comme toi t'aurais aimé qu'on fasse avec toi. Voilà. Et quand je l'ai fait, j'ai toujours été convaincue de ce que je faisais et que c'était juste ce que je faisais. Maintenant c'est clair que 20 ans après tu dis peut-être que j'aurais dû faire différemment. C'est trop tard. Bien sûr. Bon, aujourd'hui, comme tu disais, tes fils sont grands. Quel regard tu poses sur le chemin que vous avez parcouru ensemble? Je n'ai jamais regardé tout ça comme ça, mais moi, en tout cas, je suis contente de ce qu'ils sont devenus, de comment ils fonctionnent, comment ils ont grandi. Je suis fière d'eux. Est-ce que tu es fière de toi aussi? Non. Tu veux faire une pause? Ouais. D'accord. Est-ce que tu es fière de toi? Non, parce que je pense que maintenant, je sais ce que c'est, je ne vais pas dire la maladie des enfants, mais le handicap qu'ils ont. Et puis, maintenant, je le connais bien. Mais, donc, ceux avec quoi ils ont été diagnostiqués, tu veux dire? Ouais. Et j'ai appris en même temps qu'eux ce que c'était, ce que ça voulait dire, ce que ça représentait. Et puis, j'ai fait du mieux que j'ai pu. Mais maintenant, avec le recul, je me dis j'aurais fait plein de choses différemment. Donc voilà, non, je ne suis pas fière de moi. Après, comme tu dis, tu as fait sur le moment avec les connaissances que tu avais, avec les outils que tu avais, en dépit de la fatigue que tu avais, de toute la pression, la charge mentale, on en parle suffisamment. Ouais. Et j'ai découvert en même temps que j'apprenais pour Alessio que j'étais hyperactive aussi avec les troubles de l'attention. D'accord. Donc ça t'a aussi appris des choses sur toi? Oui. Ça m'a aussi appris à pourquoi ça allait pas à l'école, le pourquoi je fonctionnais d'une telle manière, pourquoi je fonctionnais pas comme ça. Enfin, tous les reproches que les profs pouvaient me faire à l'école. Mais en apprenant à découvrir Alessio, j'ai appris à me connaître aussi, mon fonctionnement, puisque je fonctionnais la même chose. Bien sûr. Ok. Mais aujourd'hui, quel type de relation tu as avec eux? Alors, c'est rigolo, mais c'est... Les deux sont très maman, tout en nous mettant une grande distance, parce que vu l'âge, on ne peut pas dire qu'on aime sa maman, mais je suis quand même une personne qui est quand même importante à leurs yeux. Autant Alessio que Diego, on n'a aucune peine à se dire qu'on s'aime.
Alessio me dit toujours que je suis son pilier. Mais on est distants, mais on est quand même proches. Ils sont aussi dans l'âge où ça va revenir. Oui. Ça va revenir. Ça va tourner. Mais je respecte, je les laisse venir quand eux, ils ont envie. Parce que je veux pas faire la maman qui veut pas se séparer de ses fils ou comme ça. Donc je les laisse vraiment, quand ils ont envie, ils viennent ou discuter ou faire un câlin ou comme ça. Mais c'est rigolo. Et c'est difficile pour toi de leur laisser cette liberté ou ça se fait assez facilement? Non, parce que ça va avec la suite. Je trouve que c'est normal. Enfin, je rigole de l'intérieur en me disant, tu verras, tu vas revenir. J'en profiterai de nouveau plus tard, c'est pas grave. mais je trouve ça joli parce que ils se détachent. Enfin, ça va avec l'âge, mais ils se détachent, ils apprennent. Et puis, ils fonctionnent tout seuls. Puis, ils veulent, d'un autre côté, te prouver que ce que tu leur as montré ou enseigné, ça marche. Et puis, qu'ils ont entendu. Et puis, donc, du coup, c'est rigolo. C'est toute une démarche. Mais, enfin, des fois, ils me disent... ils me font des remarques. Puis, je dis, oui, bien sûr. Ah ouais, non, j'avais pas remarqué. Tu parles, j'ai pas remarqué. Bien sûr, j'ai déjà remarqué. Mais du fait, comme ça, c'est eux qui me le disent. C'est pas moi qui dis, oh, t'as vu des petites stratégies. Ouais. Mais c'est joli. Okay. C'est joli. Et si tu regardes le chemin que tu as parcouru, qu'est-ce que tu ressens? Je trouve que j'ai fait un sacré bonhomme de chemin. Si je me vois il y a 26 ans en arrière, je trouve que j'ai vachement évolué. Après, en bien ou en mal, mais je trouve que j'ai fait une évolution, en tout cas par rapport à moi. Je ne suis plus la personne que j'étais il y a 26 ans en arrière. Qu'est-ce que ce parcours t'a appris sur toi et sur ta force? Que si on veut, on peut, qu'on peut y arriver. Il faut juste arrêter de se poser des questions et puis on fonce, on y va, quoi. Et comment tu t'es construite comme femme en dehors du rôle de mère? Tu as dit que tu avais laissé cette partie de côté. Est-ce que ta vie de femme a pu revenir maintenant qu'ils sont plus grands? Alors oui, maintenant c'est vrai que j'ai récupéré, je ne sais pas si on peut dire ma liberté, mais Diego, maintenant il est grand, il n'a plus besoin de moi à la maison. Il a besoin de moi pour remplir le frigo, mais à part ça, donc on peut se voir pendant les repas ou les choses comme ça, mais je peux retrouver ma liberté, donc je peux sortir quand j'ai envie, je peux refaire des choses avec des copines, refaire des loisirs. Enfin voilà, donc oui, je redécouvre ma liberté au fait. Qu'est-ce que tu aimerais dire à une femme qui se retrouve seule avec ses enfants maintenant? Qu'elle n'est pas seule, qu'elle n'oublie pas de parler aux gens autour d'elle, parce que souvent, on pense qu'on est tout seul, mais le fait d'en parler, on s'aperçoit qu'il y a beaucoup de gens qui vivent les mêmes choses que nous. Et puis, le fait d'en parler, il y a déjà un soutien qui est là, parce qu'on a l'impression au moins d'être entendu, donc c'est déjà beaucoup. Et puis, jamais hésiter de demander de l'aide, quoi. Et qu'est-ce que tu aimerais dire à tes fils s'ils écoutent cet épisode? Que je les aime. D'accord. Très très fort. Si tu pouvais te parler à toi-même quand, il y a 25, 26 ans, quand tu étais maman solo, tu es toujours, mais je veux dire... la première fois. Ouais, les débuts où tu étais cette maman solo, sans sentir attendre finalement, qu'est-ce que tu aimerais pouvoir te dire? Moi, cette période-là... Quand j'étais seule avec Alessio, j'ai vécu une jolie période parce que, en fait, on n'était que les deux. Et puis, on a créé cette fusion, les deux. C'était vraiment... ça demandait du temps, ça demandait beaucoup voilà, mais on a vécu vraiment une très jolie période tous les deux, ouais. Après, c'est avec Diego, ça a été complètement différent parce que tu as déjà le premier qui est là. Puis du coup, tu n'as plus tout le temps que tu avais à consacrer au premier. Alors ça, c'est dommage. Mais enfin, c'est chez tout le monde, quoi. Que tu sois solo ou pas. C'est chez tout le monde que, malheureusement, tu t'en aperçois que quand tu as le deuxième qui est là, que tu n'auras jamais tout le temps que tu as donné au premier, quoi. Il y aurait peut-être ça qui serait un petit peu un truc, quelque chose qui est... Voilà, mais ça va avec. Ça va avec l'arrivée du deuxième. Voilà. Dans toutes les familles. Voilà. Tout à fait. Ok, alors maintenant qu'on arrive au terme,
je te propose de te lire un petit extrait du texte que tu m'as inspiré. Donc dans le livre Maman et moi. Et que tu me dises après si ça résonne chez toi. Nous sommes ce qu'elle a de plus précieux au monde. Elle n'a que nous et elle est la première personne sur qui nous pouvons compter. Pourtant, tout le monde semble savoir mieux qu'elle comment nous éduquer. Ne les laisse pas regarder la télé. Prends du temps pour toi. Tu travailles trop. Ils sont grands. Arrête de les couver comme ça. Tu vas en faire des enfants pour y gâter. Ils oublient que ma maman, c'est une mampa. Là où les autres peuvent se relayer, elle doit cumuler. Alors, lorsqu'elle se retrouve telle une lionne en cage dans le bureau du directeur de l'école qui l'a convoquée pour la dernière bêtise en date de mon grand frère et qui lui explique pourquoi elle fait mal son job de maman, elle rugit. Essayez donc d'être à la fois le père et la mère et vous aurez éventuellement le droit de me dire que j'en fais trop. La plupart des enfants ont droit à 2 voix pour les protéger. Mes fils n'ont que la mienne. Alors je continuerai à l'utiliser tant qu'il le faudra. C'est exactement ça. Il y a plein de périodes qui sont mélangées là au milieu, mais c'est ça. Où tu dois faire face seul à tout et à tout le monde. Et tu dois te défendre envers et contre tout. Parce que tout le monde sait mieux que toi. Et alors que c'est toujours tes enfants à toi. On te dit que t'es mère célibataire, que t'es mère poule, que t'es mère machin, que t'es mère truc, t'es machin truc. Mais tu les connais, tu sais comment ils fonctionnent. Et puis, t'es obligée d'aller les défendre toute seule. Donc, c'est ça. Et ça a été facile pour toi de te faire, j'ai envie de dire, suffisamment confiance pour te dire, ok, mais moi, je sais mieux que vous, en fait, comment éduquer mes enfants. Oui. Oui, pour ça, c'est vrai que c'était quelque chose où je me posais pas la question. J'ai dit, moi, je le connais, je sais que ce sera pas ça ou c'est pas comme ça. Donc, je vais aller, je vais me battre jusqu'à ce que je montre ou démontre ou dois démontrer que j'ai raison. Et ça s'est avéré toujours juste. D'accord. En tout cas, je te remercie infiniment d'avoir participé, d'avoir livré ce témoignage très fort et qui me touche beaucoup. Et bravo pour ce que tu as fait. Merci à toi d'avoir bien voulu raconter mon histoire. Merci. À bientôt. À bientôt. Merci à elle pour ces mots simples et puissants. Derrière les histoires de maternité solo, il y a des femmes qui se battent, qui doutent, qui tiennent bon. On sent aussi dans son témoignage que même lorsque l'on a fait tout ce qu'on pouvait, on n'est pas toujours fier de ce qu'on a accompli. On aurait parfois voulu faire encore mieux pour ses enfants ou pour nous-mêmes. Ce mélange de force et de fragilité fait toute la richesse de ce parcours. Merci d'avoir écouté Maman et moi. Si cet épisode vous a touché, n'hésitez pas à le partager, à laisser un commentaire et à vous abonner. Vous pouvez aussi suivre le podcast sur Instagram pour découvrir les coulisses et ne rien manquer des prochaines histoires. À très bientôt pour un nouvel épisode de Maman et moi.